Dans les mois qui suivirent la fin de la guerre, les officiers du renseignement allié menèrent des milliers d'interrogatoires avec les généraux et officiers d'état-major allemands capturés. Ces entretiens, conservés dans la collection d'études militaires étrangères des archives nationales, révélèrent un schéma surprenant. Lorsqu'on leur demandait quelles forces alliées ils considéraient comme les plus dangereuses, les commandants allemands donnaient des réponses qui défiaient les attentes. Les Britanniques étaient décrits comme professionnels et méthodiques. Les Soviétiques étaient reconnus comme impitoyables et prêts à absorber des pertes colossales. Mais en parlant des Américains, les officiers allemands utilisaient des mots comme imprévisibles, agressifs et terrifiants. Le maréchal Erwin Rommel, écrivant dans ses papiers privés publiés après sa mort, nota une observation sur les forces américaines qui surprit tous ceux qui la lurent. Après avoir initialement repoussé les troupes américaines au col de Kasserine en février 1943, Rommel nota que la conduite tactique de la défense ennemie avait été de première classe. Il écrivit que les Américains s'étaient très rapidement remis du premier choc et avaient rapidement réussi à endiguer l'avance allemande en regroupant leurs réserves pour défendre les cols et autres points appropriés. Ce n'était pas une louange timide de la part d'un homme se montrant poli envers des ennemis vaincus. C'était un soldat professionnel reconnaissant quelque chose d'inattendu et de potentiellement dangereux. Les Américains avaient été sévèrement battus, mais ils n'avaient pas cédé. Ils avaient commencé à s'adapter, alors même que la bataille faisait encore rage. Le maréchal Gerd von Rundstedt, l'un des commandants les plus expérimentés d'Allemagne et le cerveau derrière l'offensive des Ardennes, fut capturé à la fin de la guerre. Lorsque les interrogateurs alliés demandèrent quel commandant américain l'avait le plus impressionné, von Rundstedt répondit, selon les rapports, que Patton était leur meilleur. Cette évaluation aurait semblé absurde seulement 2 ans plus tôt. Lorsque les forces américaines rencontrèrent pour la première fois les troupes allemandes au combat, les résultats furent tout simplement catastrophiques. La transformation qui suivit reste l'une des histoires les plus remarquables d'adaptation militaire de l'histoire moderne. Elle explique pourquoi des soldats professionnels allemands qui avaient passé des années à combattre les forces britanniques en sont venus à considérer les Américains, relativement inexpérimentés, comme les adversaires les plus dangereux qu'ils aient jamais affrontés. Pour comprendre pourquoi les soldats allemands en sont venus à craindre les Américains plus que les forces britanniques professionnelles qu'ils combattaient depuis 1940, nous devons commencer par ce qui aurait dû être le coup de grâce porté à la crédibilité militaire américaine. En février 1943, des troupes américaines novices se heurtèrent à leur première grande bataille contre des forces allemandes aguerries à un col de montagne isolé en Tunisie, appelé Kasserine. Les Américains se précipitèrent dans un désastre dont ils étaient eux-mêmes les artisans. Le général de division Lloyd Fredendall commandait le 2e corps depuis un quartier général élaboré, construit à environ 110 km derrière les lignes de front. Les ingénieurs avaient passé 3 semaines à construire ce complexe de bunkers souterrains pendant que les troupes de Fredendall occupaient des positions exposées sur un large front sans plan défensif cohérent. Le général Eisenhower lui-même écrivit plus tard dans ses mémoires « Crusade in Europe » que c'était la seule fois pendant la guerre où il avait vu un quartier général de division ou d'échelon supérieur si préoccupé par sa propre sécurité qu'il s'était creusé des abris souterrains. Le général visitait rarement ses unités avancées et communiquait dans un code privé confus qui laissait ses subordonnés deviner ses intentions. Ses forces étaient dispersées et mal préparées. Le 168e régiment d'infanterie reçut 450 nouvelles recrues quelques jours seulement avant l'attaque allemande. Beaucoup de ces hommes n'avaient jamais suivi l'entraînement de base. Certains arrivèrent dans leurs unités sans fusil. Les bazookas, l'arme anti-char principale de l'infanterie américaine, atteignirent la ligne de front le 12 février, juste 2 jours avant le début de l'attaque allemande. Le 14 février 1943, les 10e et 21e divisions de Panzers frappèrent à Sidi Bouzid. Le résultat fut une déroute complète. Les chars américains tentant de contre-attaquer furent détruits pièce par les forces allemandes, opérant avec une coordination et une puissance de feu supérieure. Les positions d'infanterie s'effondrèrent sous l'assaut combiné des blindés et de l'appui aérien rapproché.
Le soir du 16 février, le deuxième corps avait perdu environ 1600 hommes, près de 100 chars, 57 half-track et 29 pièces d'artillerie. Les communications s'effondrèrent. Des unités battirent en retraite sans ordre. La panique se répandit dans les quartiers généraux de l'arrière. Au cours de la semaine suivante, les forces américaines reculèrent de près de 80 km dans le chaos et la confusion. Les panzers de Rommel franchirent le col de Kasserine lui-même le 20 février, menaçant de diviser le front allié et de capturer des dépôts de ravitaillement vitaux. Le nombre total de pertes américaines atteignit environ 6300 hommes contre moins de 1000 pertes allemandes. Ce fut une défaite humiliante qui semblait confirmer toutes les hypothèses allemandes sur l'incompétence militaire américaine. Les soldats allemands qui combattirent à Kasserine se souvinrent de l'expérience avec mépris. Les officiers américains semblaient incapables de coordonner leurs forces. Le soutien d'artillerie était hasardeux et mal dirigé. Les unités d'infanterie se brisaient et fuyaient quand les blindés allemands apparaissaient. Il semblait évident que ces soldats amateurs d'outre-Atlantique ne représentaient aucune menace réelle pour la Wehrmacht expérimentée. Mais quelque chose d'étrange se produisit dans ces derniers jours de la bataille de Kasserine. Alors que les forces allemandes traversèrent le col et poussaient vers les dépôts de ravitaillement américains près de Tala et Tébessa, elles se heurtèrent de front à une résistance qui se renforçait, qui n'était pas là quelques jours auparavant. L'artillerie américaine, mal coordonnée au début, commença à trouver son rythme. Les réserves qui avaient été dispersées inutilement sur le front commencèrent à se concentrer sur des points défensifs critiques. L'avance allemande ralentit, puis s'arrêta, puis commença à reculer. Rommel s'attendait à exploiter une percée complète. Son plan prévoyait de franchir la chaîne de montagnes du dorsal occidental et de menacer l'ensemble de la position alliée en Tunisie. Au lieu de cela, il se retrouva face à un ennemi qui apprenait à se battre même en train de perdre la bataille. Les Américains avaient été sévèrement battus, mais ils n'avaient pas cédé. Ils avaient commencé à s'adapter alors même que les obus tombaient encore. Ce qui arriva ensuite choqua les commandants allemands qui pensaient comprendre leur nouvel ennemi. Dans les jours suivants le désastre de Kasserine, le général Dwight Eisenhower mena une évaluation brutale de ce qui avait mal tourné. Il identifia des échecs dans le leadership, l'entraînement, la coordination et la doctrine. Plus important encore, il agit sur la base de ce qu'il apprit. Fredendall fut discrètement relevé de son commandement et renvoyé aux États-Unis, où il passa le reste de la guerre à former des troupes dans son pays. L'armée ne se contenta pas de blâmer des individus. Elle examina ses propres systèmes et les trouva insuffisants. Le 6 mars 1943, le général de division George Patton arriva pour prendre le commandement du 2e corps, remplaçant le discrédité Fredendall. Le changement fut immédiat, dramatique et impitoyable. Patton trouva une armée en désarroi. Les officiers restaient loin des lignes de front où ils pourraient faire face au danger. La discipline était relâchée, les soldats ignorant les règlements sur l'uniforme et la courtoisie militaire de base. Les unités combattaient comme des fragments dispersés au lieu de formations d'armes combinées coordonnées. Les communications entre l'infanterie, les blindés et l'artillerie étaient au mieux sporadiques. Patton émit des ordres qui terrifièrent presque autant son propre état-major qu'ils inquiétèrent les Allemands. Il exigea que les officiers se rendent sur les lignes de front où ils pourraient voir les combats et mener leurs hommes. Lorsque le général de division Orlando Ward mentionna que la première division blindée avait eu la chance de ne perdre aucun officier ce jour-là, Patton explosa. Selon des récits publiés dans des revues d'histoire militaire, il dit au général que ce n'était pas une chance, que c'était mauvais pour le moral des hommes du rang. Il fit clairement comprendre qu'il voulait que les officiers prennent des risques aux côtés de leurs troupes. Patton réorganisa les unités pour qu'elles combattent en formation d'armes combinées, l'infanterie, les blindés et l'artillerie travaillant ensemble comme des équipes coordonnées. Il établit des chaînes de commandement claires et imposa une discipline brutale. Il exigea que chaque opération soit soutenue par la puissance aérienne maximale disponible. La transformation ne fut pas subtile. Elle ne fut pas graduelle. Ce fut une refonte complète de la façon dont le 2e corps opérait, accomplie en quelques semaines par la seule force de la volonté. Le 23 mars 1943, seulement 6 semaines après l'humiliation de Kasserine, la 10e division de Panzers lança une attaque près de la ville d'El Guettar, dans le centre de la Tunisie.
C'était la même unité allemande qui avait déchiré les positions américaines à Kasserine. Le commandant de la division, le général-major Friedrich von Breusch, rassembla environ 6000 hommes avec 50 chars opérationnels, une compagnie de chasseurs de chars et une batterie de canons d'assaut. Les Allemands s'attendaient à une autre victoire facile contre les Américains amateurs. À 6 heures du matin, 50 chars allemands émergèrent d'un col de montagne dans la vallée d'El Guettar. Ils avancèrent en formation avec des chars et des véhicules blindés, formant un écran sur 3 côtés, soutenu par une infanterie motorisée dans des half-tracks et des sidecars. L'artillerie resta sur la ligne de départ, tirant par-dessus les blindés qui avançaient. La formation balaya tout sur son passage, submergeant rapidement les positions d'infanterie et d'artillerie américaines de première ligne qui se trouvaient sur son chemin. 2 chars allemands s'approchèrent si près du quartier général de la première division d'infanterie américaine que les officiers d'état-major suggérèrent urgemment au général commandant de se retirer vers un endroit plus sûr. Le général de division Terry de la Mesa Allen refusa de bouger. Selon des récits conservés dans les historiques d'unités et cités par l'historien militaire Rick Atkinson, il répondit par des mots qui devinrent légendaires parmi les troupes américaines. Il dit qu'il ne partirait pas et qu'il tirerait sur le premier salaud qui le ferait. L'attaque allemande avait parcouru environ la moitié de la distance jusqu'à El Guettar, quand elle heurta un champ de mines américain. 8 chars furent détruits immédiatement, leurs chenilles arrachées ou leurs coques percées par les explosifs enterrés. L'élan de la formation de Panzers vacilla alors que les équipages tentaient de contourner l'obstacle. Des observateurs avancés d'artillerie américains, équipés de radios portables, appelèrent des tirs concentrés de plusieurs batteries. Des chasseurs de chars du 600e bataillon de chasseurs de chars, positionnés dans des endroits dissimulés, ouvrirent le feu sur les blindés allemands immobilisés. À 9h30 du matin, les Allemands avaient perdu 30 chars et battaient en retraite vers le col de montagne. L'attaque qui était censée balayer les Américains avait été stoppée net en 3h30. Cet après-midi-là, les services de renseignement des signaux américains interceptèrent le trafic radio allemand, révélant les plans d'un second assaut prévu plus tard dans la journée. Cette fois, les Américains attendaient et étaient prêts. Quand l'infanterie allemande avança en fin d'après-midi, soutenue par les blindés survivants tirant depuis l'arrière, l'artillerie américaine employa des techniques dévastatrices qui avaient été abondamment pratiquées sur les champs de tir au pays. Les artilleurs utilisèrent des obus à air comprimé qui explosaient au-dessus de l'infanterie qui avançait, les arrosant de shrapnel. Ils concentrèrent les tirs de plusieurs batteries en utilisant la technique de l'heure d'arrivée simultanée, tous les obus arrivant en même temps pour empêcher les soldats ennemis de se mettre à couvert. Pour la première fois de toute la guerre, les forces américaines avaient stoppé une attaque à grande échelle d'une division de panzers allemandes, puis lancé avec succès leur propre contre-attaque. La transformation de Kasserine à El Guettar avait pris moins de 2 mois. Les commandants allemands remarquèrent de quelque chose de profondément troublant dans cette rapide récupération. Les Américains n'apprenaient pas seulement de leurs erreurs par l'initiative individuelle, ils institutionnalisaient leurs leçons et répandaient les techniques efficaces à travers toute l'armée plus rapidement qu'aucune organisation militaire que les Allemands n'avaient jamais rencontrée. L'armée des États-Unis avait construit quelque chose qu'aucune autre force combattante au monde ne possédait de manière aussi systématique. Ils appelaient cela le centre de direction des tirs, un système développé à Fort Sill, Oklahoma, à la fin des années 1920 et au début des années 1930 par des officiers, dont le major Carlos Brewer et le major Orlando Ward. Cette méthode permettait aux batteries d'artillerie de concentrer leurs tirs sur des cibles avec une rapidité et une coordination sans précédent grâce au calcul centralisé des solutions de tir. Le génie du système d'artillerie américain résidait dans sa flexibilité et sa réactivité. Un observateur avancé, équipé d'une radio portable, pouvait demander un tir de bataillon dans un délai d'environ 3 minutes après avoir identifié une cible. L'observateur n'avait pas besoin de calculer lui-même la distance et la direction. Il se contentait de signaler l'emplacement de la cible et le centre de direction des tirs calculait les solutions de tir pour chaque canon disponible.
Si la cible justifiait plus de destruction qu'un seul bataillon ne pouvait en fournir, la demande pouvait être transmise aux quartiers généraux d'artillerie de division et de corps, amenant potentiellement des centaines de canons à tirer sur un seul point en quelques minutes. Mais la technique qui terrifiait vraiment les soldats allemands était quelque chose appelé l'heure d'arrivée simultanée. Les commandants d'artillerie américains calculaient leur solution de tir de sorte que les obus de plusieurs batteries, situés à différentes distances et angles de tir, arrivent tous au même point dans un intervalle de 3 secondes. Il n'y avait pas d'avertissement. Les soldats allemands ne pouvaient pas entendre les obus approcher et se mettre à couvert avant l'impact, parce que tous les obus arrivaient simultanément. Un instant, la ligne de front était calme. L'instant d'après, des centaines d'explosions détonnaient simultanément sur les positions allemandes. Les chiffres derrière ce système d'artillerie étaient presque incompréhensibles pour les commandants allemands luttant contre des pénuries chroniques de munitions. Une seule division d'infanterie américaine alignait 48 tubes d'artillerie, dont 36 obusiers de 105 mm et 12 obusiers plus lourds de 155 mm. Les canons plus lourds donnaient aux divisions américaines une puissance destructrice par obus nettement supérieure à celle des formations allemandes comparables. Lors des batailles critiques, les Américains pouvaient concentrer une puissance de feu qui dépassait absolument tout ce que les Allemands pouvaient égaler. À la défense de la crête d'Elsenborn, pendant la bataille des Ardennes en décembre 1944, plus de 300 pièces d'artillerie lourde furent concentrées derrière les positions d'infanterie américaines. Le seul 22 décembre, ces canons tirèrent plus de 10 000 obus. Lors de la traversée du Rhin par la 9e armée en mars 1945, 2700 canons américains délivrèrent environ 1000 obus par minute pendant le bombardement préliminaire, tirant plus de 65 000 obus au total. Rommel reconnut directement cette disparité dans ses rapports du front. Il nota que les Américains montraient une grande supériorité en artillerie et un approvisionnement en munitions exceptionnellement important. Dans une évaluation ultérieure, il écrivit que la formidable supériorité de l'ennemi en artillerie, et plus encore dans les airs, avait ouvert le front et rendu toute défense soutenue impossible. Mais l'artillerie n'était qu'une partie de ce qui rendait les forces américaines si dangereuses pour les soldats allemands. Les Allemands inventèrent un terme spécifique pour leur plus grande peur sur le front occidental. Ils l'appelaient « Jabot-Tod », la mort par chasseurs-bombardiers. Le Republic P-47 Thunderbolt devint l'instrument principal de cette terreur. Ces massifs chasseurs américains effectuèrent plus de 545 000 sorties de combat pendant toute la guerre. Ils larguèrent plus de 132 000 tonnes de bombes sur des cibles allemandes, tout en maintenant un taux de perte remarquablement bas de seulement 0,7% par mission. Du jour J à la capitulation finale allemande, les pilotes de Thunderbolt revendiquèrent la destruction de dizaines de milliers de wagons, locomotives, véhicules blindés et camions. Même en tenant compte de l'exagération inévitable dans les revendications de combat des pilotes, la destruction des forces terrestres et de la logistique allemande fut absolument stupéfiante. L'écart de supériorité aérienne au-dessus de la Normandie atteignit des ratios qui semblaient mathématiquement impossibles. Le jour J lui-même, le 6 juin 1944, les Alliés effectuèrent plus de 14 600 sorties individuelles. La Luftwaffe avait moins de 320 chasseurs en état de vol dans toute la France et ne pouvait effectuer qu'une fraction de ce nombre en mission réelle. Les pilotes allemands faisaient face à des chances accablantes chaque fois qu'ils décollaient. La disparité de production entre les usines américaines et allemandes rendait tout espoir de rétablissement totalement impossible. Les seuls États-Unis construisirent environ 96 000 avions en 1944. Le pic de production annuel de l'Allemagne atteignit environ 39 800. La production totale d'avions de guerre américaine dépassa les 295 000 machines. L'Allemagne en produisit environ 116 000. Le coût humain pour le corps des pilotes de la Luftwaffe fut tout aussi dévastateur et insoutenable. Entre janvier et mai 1944, plus de 2200 pilotes de chasse allemands moururent au combat. En mai de cette année-là seulement, 25% de l'ensemble du personnel pilote de chasse allemand fut tué. Les pertes mensuelles de chasseurs se situaient entre 43 et 56% des effectifs disponibles.
Des pilotes expérimentés qui avaient survécu à des années de combat étaient tués plus vite que de nouveaux pilotes ne pouvaient être formés. Les forces terrestres allemandes apprirent à redouter un ciel clair avec une peur viscérale qui façonna chaque décision tactique. Tout mouvement de jour sur les routes attirait immédiatement une attaque aérienne de chasseurs bombardiers en maraude. Les convois de camions ne pouvaient se déplacer que de nuit. Les formations blindées mettaient des heures à parcourir des distances qu'elles auraient pu franchir en minutes sans la menace constante venue du ciel. La conscience que des avions américains pouvaient apparaître à tout moment paralysait la logistique allemande, forçait des mouvements de nuit épuisants, entraînait une consommation massive de carburant à cause des détours constants et empêchait le renfort rapide des positions de première ligne menacées. Pourtant, malgré tous leurs avantages en puissance de feu, artillerie et aviation, les forces américaines étaient toujours confrontées à des problèmes que la technologie seule ne pouvait résoudre. En juin et juillet 1944, les troupes américaines se retrouvèrent piégées dans le bocage normand. Cet ancien paysage français de haies présentait des obstacles que les planificateurs n'avaient pas suffisamment anticipés. Le bocage consistait en champs entourés de talus de terre d'1,20 à 4,50 mètres de haut, recouverts de systèmes racinaires vieux de plusieurs siècles qui avaient formé des murs de végétation pratiquement impénétrables. Chaque champ était essentiellement une forteresse naturelle. Les chars ne pouvaient pas grimper les talus sans exposer leurs dessous vulnérables aux armes antichars allemandes qui attendèrent de l'autre côté. Les rares brèches dans les haies étaient surveillées par des mitrailleuses allemandes et des roquettes antichars Panzerfaust. Une poignée de soldats allemands avec des armes automatiques pouvaient arrêter des bataillons américains entiers essayant de progresser de champ en champ. Les combats dans le bocage furent cauchemardesques. L'infanterie américaine devait nettoyer chaque champ individuellement dans des assauts frontaux coûteux. Le soutien des chars était presque inutile car les blindés ne pouvaient pas se déplacer à travers les haies. L'artillerie ne pouvait pas voir les cibles cachées dans les champs clos. Entre certaines villes, les forces américaines subirent environ 1000 pertes pour chaque kilomètre d'avance. À ce rythme, il aurait fallu des années pour sortir de Normandie. Ce qui arriva ensuite démontra précisément pourquoi les soldats allemands en vinrent à trouver les Américains particulièrement dangereux malgré leur manque de tradition militaire européenne. Sur tout le secteur américain, des unités individuelles commencèrent à développer indépendamment des solutions aux problèmes des haies. Des ingénieurs expérimentèrent avec des explosifs. Des tankistes essayèrent différentes approches pour franchir les murs. La solution la plus célèbre vint d'une source improbable qui incarnait tout ce qui rendait l'armée américaine différente de ses homologues européennes. Le sergent Curtis Grubb Cullen, III servait dans le 102e escadron de reconnaissance de cavalerie, rattaché au 5e corps d'armée de la première armée. Il venait de Cranford, New Jersey, une petite ville où il avait travaillé avant la guerre. Selon l'historien militaire Max Hastings dans son livre Overlord, l'idée originale d'une solution pour les haies vint d'un soldat ordinaire, un Tennessee nommé Roberts, qui suggéra lors d'une discussion sur le problème qu'il devrait mettre des dents de scie à l'avant des chars pour couper les haies comme une scie coupe le bois. Alors que d'autres soldats rirent de cette suggestion apparemment naïve, Cullen reconnut la justesse fondamentale de l'idée et commença à travailler sur une mise en œuvre pratique. Cullen tenta plus tard de créditer Roberts pour le concept original, mais cela fut oublié dans la publicité entourant l'invention. Le dispositif créé par Cullen était d'une simplicité élégante dans son concept, mais brillant dans son exécution. 4 griffes d'acier étaient soudées à la coque avant d'un char Sherman, fabriqué à partir de ferrailles récupérées sur les obstacles de plage allemands appelés hérissons tchèques, qui avaient été dispersés sur les plages normandes. Quand un char équipé de ces griffes pénétrait dans un talus, les dents s'enfonçaient dans le mur de terre et maintenaient le ventre du char, l'empêchant de chevaucher l'obstacle. Le Sherman pouvait alors traverser la haie sous un couvert de terre et de racines émergeant de l'autre côté, les canons prêts à engager l'ennemi. Le 14 juillet 1944, le lieutenant-général Omar Bradley assista à une démonstration de ce dispositif. Dans ses mémoires, A Soldier's Story, Bradley décrivit avoir regardé avec admiration une haie exploser pour laisser passer le char Sherman qui jaillissait de l'autre côté.
Il ordonna immédiatement la production en masse des coupe-haies. Les travaux se poursuivirent 24 heures sur 24 sous des filets de camouflage pour garder le secret face aux reconnaissances aériennes allemandes. Au lancement de l'opération Cobra le 25 juillet, soit seulement 11 jours après la démonstration de Bradley, 3 chars sur 5 de la première armée étaient équipés de ce qui devint connu sous le nom de coupe-haies Culin, dispositif Rhino, ou simplement le Cooper Culin. Plus de 500 de ces dispositifs furent fabriqués dans cette brève fenêtre de temps. Le général Eisenhower rappela plus tard que le groupe le plus nombreux et le plus heureux parmi toutes les armées alliées cette nuit-là étaient ceux qui savaient que ce dispositif fonctionnait. Culin reçut la Legion of Merit pour son invention qui aida à briser l'impasse normande. Plusieurs mois plus tard, il marcha sur une mine antipersonnelle dans la forêt de Hürtgen, près de la frontière allemande, et perdit son pied gauche. Son invention resta en usage jusqu'à la fin de la guerre. L'histoire du sergent Culin illustrait pourquoi les soldats professionnels allemands trouvaient les Américains si dangereux malgré leur relative inexpérience. Dans l'armée allemande, on n'aurait jamais encouragé un sergent à développer des innovations tactiques de sa propre initiative. Ces questions étaient laissées aux officiers et aux ingénieurs militaires. Dans l'armée britannique rigide, la suggestion aurait été transmise par les voies appropriées et étudiée par des comités. Mais dans l'armée américaine, un sergent du New Jersey pouvait prendre une idée d'un soldat du Tennessee, construire un prototype dans un atelier de réparation de campagne, le démontrer à un général commandant et le voir déployé dans une armée entière en moins de 2 semaines. L'opération Cobra elle-même démontra ce que les forces américaines pouvaient accomplir lorsque toute leur puissance de feu était concentrée sur un objectif unique. Le 25 juillet, environ 1800 bombardiers lourds furent envoyés, dont environ 1500 larguèrent effectivement plus de 3000 tonnes de bombes sur une zone cible longue de 6,5 km et large de moins de 3 km à l'ouest de la ville de Saint-Lô. Des frappes supplémentaires de bombardiers moyens et de chasseurs-bombardiers ajoutèrent presque 1000 tonnes supplémentaires à la dévastation concentrée. La Panzer Lehr Division, l'une des formations blindées les mieux équipées d'Allemagne, subit le plus gros de cette attaque aérienne écrasante. Le bombardement tua environ 1000 soldats allemands et détruisit des postes de commandement, des chars, des pièces d'artillerie et des équipements de communication. Des unités entières cessèrent simplement d'exister en tant que formation de combat cohérente. Un tragique incident de tir à mi pendant l'opération Cobra tua 111 soldats américains et en blessa près de 500 autres. Parmi les morts se trouvait le lieutenant-général Leslie McNair, commandant des forces terrestres de l'armée, qui observait l'attaque depuis une position avancée. Il reste l'officier américain le plus haut gradé tué dans le théâtre européen. Mais le succès tactique était indéniable. Le 27 juillet, la 7e armée allemande signala 7 ruptures distinctes dans sa ligne défensive qui ne pouvaient être réparées. Plus de 100 000 soldats de combat américains se déversèrent par une brèche de moins de 8 km de large dans ce qui devint un flot irrésistible. Le 1er août, la 3e armée du général Patton était officiellement activée et la percée de Normandie était complète. Le bocage qui avait coûté tant de vies américaines devint stratégiquement hors de propos en quelques jours, alors que les colonnes blindées filaient à travers la campagne française ouverte. Ce schéma de revers, suivi d'une adaptation rapide, suivi d'un succès écrasant, se répéta tout au long de l'expérience américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Mais nulle part, il ne fut plus dramatique ou plus conséquent qu'en décembre 1944. La bataille des Ardennes devint la plus grande bataille jamais livrée par l'armée des États-Unis, avec plus de 600 000 soldats américains finalement engagés à travers les forêts gelées et les villages de Belgique et du Luxembourg, lorsque plus de 200 000 soldats allemands lancèrent leur offensive surprise à travers les Ardennes le 16 décembre. La réponse américaine, au point défensif critique, brisa le calendrier allemand et transforma une catastrophe potentielle en ce que Winston Churchill appellerait sans doute la plus grande bataille américaine de toute la guerre et une victoire américaine à jamais célèbre. À la crête d'Elsenborn, sur l'épaule nord de la pénétration allemande, la 99e division d'infanterie inexpérimentée et la 2e division d'infanterie vétérane tinrent leur position contre les unités blindées les mieux équipées d'Hitler.
La 6e armée de Panzers, à la pointe de l'attaque principale, comprenait des divisions d'élite de la Waffen-SS, personnellement choisies par le Führer lui-même, pour la percée décisive qui diviserait les armées alliées et capturerait le port vital d'Anvers. Le premier lieutenant Lyle Book Jr. commandait le peloton de reconnaissance et de renseignement de 18 hommes du 394e régiment d'infanterie, avec 4 observateurs avancés d'artillerie qui rejoignirent leur position. Lorsque les forces allemandes attaquèrent le 16 décembre, cette petite unité de 22 hommes se retrouva face à un bataillon entier de parachutistes allemands d'environ 500 soldats du 9e régiment Fallschirmjäger. Les hommes de Book tinrent leur position pendant des heures de combat continu, infligeant environ 92 pertes aux Allemands attaquants et retardant l'avance du Kampfgruppe Piper, la pointe blindée de l'offensive. Cette petite unité devint plus tard l'unité américaine de sa taille la plus décorée de toute la Seconde Guerre mondiale. Derrière les positions d'infanterie à la crête d'Elsenborn, plus de 300 pièces d'artillerie concentrèrent leurs tirs en un mur d'acier explosif qui rendit les approches de la crête pratiquement impossibles pour les forces allemandes attaquantes. Le général Hasso von Manteuffel, commandant la 5e armée de Panzer sur la route d'attaque sud, admit plus tard que la contre-offensive allemande échoua parce que leur flanc droit près de Monchaux s'était heurté la tête contre un mur qu'ils ne pouvaient pas briser. Au carrefour vital de Saint-Vith, la 7e division blindée sous le commandement du brigadier général Bruce Clark tint pendant près d'une semaine contre des forces allemandes écrasantes, jetant le calendrier offensif allemand dans un grand désarroi. Eisenhower appela plus tard la défense de Saint-Vith un tournant de toute la bataille. Mais la résistance américaine la plus célèbre des Ardennes eut lieu à Bastogne, une petite ville carrefour belge qui contrôlait l'accès au réseau routier principal à travers les Ardennes. Celui qui tenait Bastogne contrôlait les mouvements dans toute la région. La 101e division aéroportée, acheminée d'urgence vers Bastogne depuis des camps en France, et des éléments de la 10e division blindée se retrouvèrent complètement encerclés et en infériorité numérique d'environ 4 contre 1 par les forces allemandes. Les défenseurs américains manquaient de vêtements d'hiver adéquats, étaient à court de munitions et n'avaient aucun moyen d'évacuer leurs blessés. Le 22 décembre, des officiers allemands sous un drapeau de trêve s'approchèrent des lignes américaines au sud-est de Bastogne. Ils portaient un ultimatum écrit du commandant du corps d'armée allemand. « Le sort de la guerre est en train de changer », disait-il. « Les forces sont prêtes à anéantir les troupes américaines dans et près de Bastogne. » Le message exigeait la reddition dans les 2 heures sous peine de destruction totale et avertissait que toutes les pertes civiles résultant du bombardement d'artillerie qui s'ensuivrait seraient de la responsabilité du commandant américain. La délégation allemande fut conduite les yeux bandés à un poste de commandement américain où le message fut remis au brigadier général Anthony McAuliffe, le commandant de division par intérim, pendant que le général de division Maxwell Taylor assistait à une conférence à Washington. Selon de multiples témoins au poste de commandement, McAuliffe lut l'ultimatum allemand, froissa le papier en boule, le jeta dans une corbeille à papier et marmonna un seul mot de rejet. Lorsque son état-major tenta de rédiger une réponse diplomatique formelle à l'exigence de reddition, le lieutenant-colonel Harry Kinnaird suggéra que la réaction initiale du général résumait parfaitement la position américaine. La réponse officielle, tapée sur une seule feuille de papier et remise aux officiers allemands qui attendaient par le colonel Joseph Harper, contenait exactement un mot en lettres majuscules, « Nuts », signifiant approximativement « des clous » ou « aller au diable ». Quand la délégation allemande perplexe demanda si cela constituait une réponse favorable ou défavorable, le colonel Harper clarifia la position américaine en langage clair. Il leur dit que s'ils ne comprenaient pas ce que « nuts » signifiait en anglais clair, c'était la même chose que de leur dire d'aller au diable. La 101e tint Bastogne contre des attaques répétées de blindés et d'infanterie dans les jours suivants. Le 26 décembre, après un siège de plus d'une semaine, des éléments de la 3e armée du général Patton percèrent les lignes allemandes par le sud pour relever la garnison encerclée. La manœuvre de secours de Patton à Bastogne représenta l'une des manœuvres opérationnelles les plus remarquables de toute la Seconde Guerre mondiale. Sa 3e armée attaquait vers l'est dans la région industrielle de la Sarre lorsque l'offensive des Ardennes commença.
Lors de la conférence de Verdun le 19 décembre, Patton promit à Eisenhower qu'il pourrait extraire 3 divisions du combat, les faire pivoter de 90 degrés vers le nord et attaquer dans les 48 heures. Le 26 décembre, la 4e division blindée atteignit Bastogne, le char surnommé Cobra King, établissant le premier contact avec les défenseurs. Les historiens militaires ont étudié cette manœuvre pendant des décennies, essayant de comprendre comment une armée pouvait accomplir un tel exploit en si peu de temps. La réponse résidait dans la préparation caractéristique de Patton à toutes les éventualités. Anticipant que quelque chose pourrait mal tourner quelque part le long du front allié, il avait déjà élaboré des plans d'urgence pour faire pivoter ses forces vers le nord. Quand l'appel vint, son état-major n'eut qu'à exécuter des plans déjà en préparation. À la mi-janvier 1945, le saillant des Ardennes fut éliminé et les forces américaines repoussaient vers la frontière allemande. Le coût humain de la bataille fut effarant des deux côtés. Environ 19 200 Américains furent tués et le nombre total de pertes américaines atteignit environ 80 000. Les pertes allemandes furent tout aussi dévastatrices, avec environ 80 000 à 100 000 pertes totales, plus des centaines de chars et de canons d'assaut que l'économie de guerre allemande en train de s'effondrer ne pourrait jamais remplacer. Pourquoi les Américains furent-ils capables de se remettre de la surprise et de la défaite si rapidement et si constamment, alors que les forces allemandes, malgré leur succès tactique initial, ne purent maintenir leur élan? La réponse résidait dans des philosophies d'organisation fondamentalement différentes qui façonnèrent la façon dont chaque armée apprenait, s'adaptait et s'améliorait. L'armée des États-Unis avait construit une boucle de rétroaction systématique qu'aucune autre organisation militaire de l'histoire n'avait égalée en rapidité et en exhaustivité. Les forces terrestres de l'armée publièrent des bulletins d'entraînement, y compris leçons de combat, soldats au combat et expériences de bataille, qui diffusaient rapidement les innovations de première ligne sur tous les théâtres d'opération. Des équipes d'observateurs inspectaient régulièrement les unités de combat et rapportaient ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Cette information retournait au commandement d'entraînement aux États-Unis où les programmes étaient continuellement ajustés en fonction de l'expérience réelle du combat. La vitesse de cette adaptation était remarquable. Les cycles d'entraînement des remplaçants furent ajustés à plusieurs reprises sur la base des rapports du champ de bataille. L'entraînement, qui durait 13 semaines avant Pearl Harbor, fut réduit à 8 semaines immédiatement après l'attaque pour répondre aux besoins urgents en personnel, puis étendu à 17 semaines en août 1943, lorsque l'expérience du combat révéla que l'entraînement précipité produisait des pertes excessives, puis ajusté à nouveau à 15 semaines pendant la crise des Ardennes, lorsque des remplaçants étaient désespérément nécessaires. Chaque ajustement reflétait des leçons apprises du combat réel, pas une doctrine théorique développée dans des salles de classe en temps de paix. Le contraste avec l'entraînement allemand était frappant. Pendant que les programmes américains évoluaient continuellement sur la base des retours du front, l'entraînement des remplaçants allemands se détériorait régulièrement au fur et à mesure que la guerre progressait. En 1944, les remplaçants allemands arrivaient souvent au front avec seulement quelques semaines d'instruction, parfois sans avoir jamais tiré avec les armes qui leur étaient assignées. L'apprentissage institutionnel qui rendait les forces américaines progressivement plus efficaces était tout simplement absent dans le système militaire allemand en train de s'effondrer. Là où les Américains envoyaient des équipes d'observateurs au front et publiaient des bulletins de leçons apprises en quelques semaines, les unités allemandes gardaient pour elles les tactiques efficaces et punissaient des officiers qui admettaient des échecs au lieu de les étudier. Lorsque le sergent Cullin inventa son coupe-haie en Normandie, le concept fut évalué, approuvé, produit en masse et déployé dans une armée entière en moins de 2 semaines. Lorsque l'infanterie américaine se révéla vulnérable aux attaques de chars allemands en Tunisie, de nouvelles tactiques anti-chars furent développées, testées et distribuées aux unités du monde entier en quelques mois. Le système américain était conçu dès le départ pour apprendre de l'échec plutôt que pour le punir ou le cacher. L'armée britannique adopta une approche fondamentalement différente de la guerre. Le maréchal Bernard Montgomery, le commandant britannique le plus influent de la guerre, avait été profondément marqué par les pertes horribles de la Première Guerre mondiale et les désastres des premières campagnes britanniques en Afrique du Nord. Sa doctrine mettait l'accent sur des batailles préparées avec une force écrasante,
une planification méticuleuse et un contrôle central serré des opérations. Les attaques britanniques étaient soigneusement coordonnées et abondamment soutenues, mais elles étaient aussi lentes et prévisibles. Cette approche rendait les opérations britanniques efficaces et minimisait les pertes. Mais elle signifiait aussi que les défenseurs allemands savaient généralement à quoi s'attendre. Les officiers allemands qui avaient combattu les Britanniques pendant des années comprenaient leurs méthodes et pouvaient anticiper leurs mouvements. Les Britanniques étaient dangereux, mais ils étaient dangereux de manière familière et gérable. Un commandant allemand faisant face à Montgomery pouvait prédire avec une précision raisonnable quand et où les Britanniques attaqueraient et comment ils mèneraient leurs opérations. Les Américains n'offraient pas une telle prévisibilité. L'armée allemande, quant à elle, détruisait systématiquement son propre plus grand avantage concurrentiel. La Wehrmacht avait construit son excellence tactique sur un concept appelé Auftragstaktik, généralement traduit par tactique de mission. Cette doctrine donnait aux commandants subordonnés une liberté extraordinaire pour improviser et adapter leurs méthodes tant qu'ils atteignaient les objectifs assignés. Un commandant de bataillon allemand confronté à une situation inattendue n'avait pas besoin de demander la permission à l'échelon supérieur avant d'ajuster son approche. On attendait de lui qu'il utilise son jugement et son initiative. Cette flexibilité avait fait des forces allemandes l'armée la plus efficace sur le plan tactique du monde pendant les premières années de la guerre. Les unités allemandes surpassaient et surclassaient régulièrement des formations alliées plus importantes grâce à une initiative et une adaptation supérieure au niveau de la petite unité. Mais l'interférence croissante d'Hitler dans les opérations militaires étouffa systématiquement cette flexibilité. Son ordre d'arrêt de décembre 1941, interdisant toute retraite pendant la contre-offensive hivernale soviétique, marqua le début d'un schéma qui allait détruire l'efficacité militaire allemande. En 1943 et 1944, les ordres de ne pas reculer sans exception éliminèrent l'initiative à tous les niveaux de commandement. Les commandants talentueux qui plaidaient pour des retraites tactiques étaient relevés de leurs fonctions, ou pire. La loyauté idéologique au national-socialisme remplaça la compétence militaire comme voie principale d'avancement. Les unités allemandes qui auraient pu s'adapter à des situations changeantes se retrouvèrent de figées sur place par des ordres rigides d'un quartier général situé à des centaines de kilomètres, commandé par un homme qui n'avait pas visité les lignes de front depuis des années. L'écart de production sous-tendant les avantages américains était presque incompréhensible pour les soldats et commandants allemands qui faisaient face aux forces américaines. Les seuls États-Unis produisirent environ 295 000 avions pendant toute la guerre. Les usines américaines construisirent environ 88 000 chars et canons automoteurs. Elles fabriquèrent plus de 41 milliards de cartouches d'armes légères et environ 1 milliard d'obus d'artillerie. Elles produisirent plus de 2 millions de camions militaires qui maintinrent les forces alliées ravitaillées sur 3 continents. L'échelle du soutien logistique américain était tout aussi stupéfiante. Le célèbre Red Ball Express, le système de convoi de camions qui maintint les forces alliées ravitaillées après la percée de Normandie, opéra avec environ 6 000 camions à son apogée, livrant plus de 12 000 tonnes de fournitures par jour aux unités de combat en progression. Les soldats afro-américains, constituant environ les 3/4 des conducteurs du Red Ball, maintinrent cette ligne de ravitaillement critique en fonctionnement 24 heures sur 24 malgré l'épuisement, les attaques aériennes ennemies et les routes transformées en boue par le trafic lourd constant. La doctrine américaine échangeait explicitement du matériel contre des vies. Les analystes de combat calculèrent que les forces américaines dépensaient beaucoup plus de munitions par engagement que toute autre armée de la guerre. Cette utilisation prodigue de la puissance de feu n'était pas un gaspillage extravagant. C'était une stratégie délibérée qui produisait des taux de perte mesurablement inférieurs à ceux des armées qui économisaient les munitions mais dépensaient des vies. L'armée américaine avait délibérément décidé que la production industrielle était plus facilement remplaçable que les soldats entraînés. Lorsqu'une section d'infanterie américaine essuyait des tirs, l'instinct inculqué à chaque soldat n'était pas de se rapprocher de l'ennemi par la manœuvre, mais d'appeler des tirs de soutien et de laisser l'artillerie et l'aviation faire le travail de destruction. Lorsque les fournitures venaient à manquer,
Les Américains en construisaient simplement plus. Lorsque l'équipement était détruit, des remplaçants arrivaient en quelques jours. Lorsque les tactiques échouaient, de nouvelles approches étaient développées, testées et déployées en quelques semaines. Le complexe militaro-industriel allemand, paralysé par les bombardements alliés et privé de matières premières par le blocus naval, ne pouvait pas commencer à égaler cette production. C'était la réalité qui faisait que les soldats allemands craignaient les Américains, malgré les avoir initialement considérés comme des soldats amateurs qui plieraient sous la pression des professionnels militaires européens. Les Britanniques étaient dangereux de la même manière qu'un escrimeur habile est dangereux. On pouvait étudier leurs techniques et développer des contre-mesures efficaces. Les Soviétiques étaient dangereux comme une inondation. Ils venaient en nombre écrasant et absorbaient des pertes jusqu'à ce que quelque chose cède. Mais les Américains combinaient des éléments des deux menaces tout en ajoutant quelque chose d'unique. Ils apprenaient plus vite que n'importe quel ennemi ne s'y attendait. Ils adaptaient leurs tactiques au milieu de batailles en cours. Ils produisaient et déployaient de nouveaux équipements à des vitesses qui semblaient physiquement impossibles. Ils utilisaient la puissance de feu comme substitut à la finesse tactique, enterrant les problèmes sous des avalanches d'obus et de bombes, plutôt que d'essayer de déjouer leurs adversaires par la manœuvre. Et, plus inquiétant encore du point de vue allemand, ils ne semblaient jamais manquer de quoi que ce soit dont ils avaient besoin. Lorsque les forces américaines essuyaient des tirs, elles ne se contentèrent pas de riposter et de chercher de meilleures positions défensives comme les soldats professionnels l'avaient appris. Elles ripostaient, appelaient immédiatement des frappes d'artillerie et aériennes dévastatrices sur la source du tir ennemi, puis attaquaient vers la position ennemie dès que les tirs de soutien cessaient. Elles n'essayaient pas de déjouer leurs adversaires par la réflexion ou de les manœuvrer par des tactiques astucieuses. Elles essayaient de les submerger par une puissance de feu supérieure et une agressivité incessante. Et elles avaient les ressources industrielles pour faire fonctionner cette approche de manière cohérente. Cette approche n'était pas élégante, elle n'était pas subtile, elle ne démontrait pas le savoir-faire opérationnel que les officiers d'état-major allemands avaient passé leur carrière à perfectionner. Les commandants allemands qui avaient construit leur réputation professionnelle sur la manœuvre astucieuse et la finesse tactique trouvaient la manière de faire la guerre des Américains presque offensante dans sa brutalité. Mais elle fonctionnait. Les forces américaines se frayèrent un chemin à travers la France, survécurent à la contre-offensive des Ardennes, franchirent le Rhin et pénétrèrent profondément au cœur de l'Allemagne en utilisant la force brute soutenue par la puissance industrielle et l'apprentissage institutionnel. La peur des soldats allemands face aux forces américaines n'était finalement pas liée aux compétences de combat individuelles ou aux tactiques de petites unités. Selon la plupart des mesures raisonnables, l'entraînement de l'infanterie allemande produisait des soldats techniquement supérieurs en matière de connaissance du terrain, de tir et de coordination de petites unités. Les officiers allemands étaient souvent plus expérimentés et plus créatifs dans leurs pensées tactiques. L'équipement allemand était fréquemment plus avancé technologiquement. Mais rien de tout cela n'avait d'importance quand l'artillerie américaine pouvait couvrir toute une zone avec des centaines d'obus arrivant simultanément sans avertissement. Rien de tout cela n'avait d'importance quand tout mouvement allemand de jour attirait des chasseurs bombardiers hurlant du ciel en quelques minutes. Rien de tout cela n'avait d'importance quand chaque succès tactique allemand était suivi de renforts et de contre-attaques américaines en quelques heures avant que les troupes allemandes épuisées ne puissent consolider leurs gains. La leçon de pourquoi les soldats allemands finirent par trouver les Américains plus dangereux que les forces britanniques professionnelles s'applique bien au-delà du contexte spécifique de l'histoire militaire. C'est une leçon sur les institutions, sur l'apprentissage, sur l'adaptation à des circonstances changeantes. L'armée britannique était bâtie sur des siècles de traditions fières et d'expériences accumulées. Elle faisait beaucoup de choses très bien parce qu'elle les faisait depuis des générations, mais ces mêmes traditions la rendaient résistante aux changements rapides lorsque les circonstances exigeaient de nouvelles approches. L'armée allemande était tactiquement brillante et opérationnellement créative, mais elle devint de plus en plus entravée par un leadership qui refusait d'admettre ses erreurs, punissait l'initiative et exigeait une obéissance aveugle. L'armée américaine était relativement nouvelle selon les standards européens, comparativement inexpérimentée et remplie de soldats qui avaient été des civils quelques mois seulement avant d'entrer au combat.
Mais l'armée américaine construisit des systèmes qui transformaient l'échec en apprentissage institutionnel plutôt qu'en punition individuelle. Elle créa des processus qui répandaient les innovations réussies dans toute la force plus rapidement que n'importe quel concurrent. Elle encourageait l'initiative des sergents aux généraux et récompensait les résultats plutôt que l'adhésion à la doctrine. Le désastre du col de Kasserine devint une étude de cas sur ce qu'il ne fallait pas faire, et ces leçons furent appliquées dans toute la force en quelques mois. Les organisations qui apprennent de l'échec battent les organisations qui punissent l'échec. Les organisations qui encouragent l'initiative battent les organisations qui exigent une obéissance sans question. Les organisations qui s'adaptent rapidement battent les organisations qui s'accrochent à des traditions confortables. Ces principes s'appliquent aux entreprises, aux gouvernements, aux organisations militaires et à toute entreprise humaine où la compétition et l'adaptation comptent. Les soldats allemands apprirent ces vérités à la dure sur les champs de bataille d'Afrique du Nord, de France, de Belgique et d'Allemagne elle-même. Ils commencèrent la guerre complètement convaincus que les forces américaines étaient des amateurs qui plieraient sous la pression. Ils terminèrent la guerre vraiment effrayés par un ennemi qui semblait devenir plus fort après chaque revers, qui possédait des ressources apparemment illimitées et qui ne cessait jamais d'avancer quels que soient les obstacles rencontrés. Souvenez-vous de la transformation de Kasserine à El Guettar en moins de 2 mois. Souvenez-vous du sergent Curtis Cullen du New Jersey et de son coupé fabriqué à partir d'obstacles de plage allemands. Souvenez-vous du seul mot qui a défini le défi américain à Bastogne. Souvenez-vous des officiers allemands regardant l'artillerie américaine anéantir leurs positions soigneusement préparées avec des tirs coordonnés de centaines de canons. Souvenez-vous des pilotes de la Luftwaffe qui faisaient face à des chances de 7 contre 1 ou pire chaque fois qu'ils décollaient contre les essaims de chasseurs américains. C'est pourquoi les soldats allemands, des soldats grelottants dans leurs trous de renard aux maréchaux, étudiant des cartes dans leurs quartiers généraux, conclurent finalement que leurs adversaires les moins expérimentés sur le papier étaient en réalité leurs ennemis les plus dangereux en pratique. Ce fut une leçon payée dans le sang et le feu à travers les champs de bataille de 2 continents, et elle reste pertinente pour toute compétition où l'adaptation, l'apprentissage et la résilience comptent finalement plus que les avantages initiaux ou les traditions établies. Si vous avez trouvé de la valeur dans cet examen de l'histoire militaire et de l'adaptation institutionnelle, envisagez de vous abonner pour rejoindre notre communauté de passionnés d'histoire qui explore les moments négligés et les leçons oubliées qui ont façonné notre monde moderne. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Quels autres exemples de transformation organisationnelle rapide méritent plus d'attention ? Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous que l'adversaire le plus dangereux n'est souvent pas celui qui a le plus d'expérience ou la tradition la plus longue, mais celui qui apprend le plus vite et ne cesse jamais de s'améliorer.